Voilà, je reprends toujours sur Bois-Gouette. On prononce Bois-Gouette apparemment, d'après ce que j'ai compris. Alors une petite nérite là encore. Vous voyez, elles sont vraiment pas grosses, celles-ci. Il y en a des beaucoup plus grosses. Celle-ci me semble une tricarinata. Être une tricarinata. Alors, je la prélève évidemment. J'ai un petit... alors ça c'est difficile à dire. Peut-être une petite ténébra. Ça sera à voir après. Un bourria encore. Ça semble assez abondant. Hein, parce que chaque fois j'en trouve au moins un spécimen. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Bon, de toute façon, je prélève tout ce que je vois de complet et qui sera, je vous dis, recalibré, reclassé surtout, ultérieurement. Hein, c'est le principe, c'est... On prend tout ce qu'on voit d'intéressant ou que l'on juge intéressant sur le moment et par la suite, on va le retrier, le reclasser. Alors bien sûr, j'ai commencé, je vais vous montrer ça après. Là, j'ai encore une petite nérite qui me semble complète, qui est vraiment petit, hein, bien sûr, puisqu'on est dans des tailles de l'ordre de 4 mm, enfin, entre 3 et 4 mm, on va dire. Là, j'ai une petite arca ou quelque chose de proche. Et puis, donc, une fois que j'ai trié tous ces éléments, je les mets à plat et je les reclasse par catégorie. Hein. Alors, des fois, si c'est comme les bourrias, là, ils sont relativement évidents à distinguer. Parce que vous voyez, l'apex est toujours manquant. Ça, c'est un caractère qu'on trouve sur tout le genre bourria. Aussi bien là que dans le bassin parisien proche de Paris. Et puis, il y a d'autres formes de gastéropodes que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer dans le bartonien du bassin parisien. Parce que ce sont des formes qui semblent... assez inféodé au secteur de Bois-Gouette. Donc bien sûr, je regarde ça d'un œil très, très bienveillant, très critique, pour en récupérer le maximum. Sachant que je vous répète que je n'y suis jamais allé, c'est un ami Vincent qui m'a fourni ces sédiments qu'il avait commencé à trier, mais étant donné que c'est assez petit, il en avait assez, donc il m'a proposé généreusement de me les donner, ce que j'ai fortement tout de suite accepté, parce que, je vous dis encore une fois, c'est pas un gisement, je pense, pour lequel j'aurai l'occasion d'y aller. C'est quand même assez compliqué d'obtenir une autorisation de fouille là-bas, c'est pas impossible, puisqu'ils y ont été, mais bon, voilà, ça fait un peu loin, c'est un peu loin de mon bassin parisien habituel, donc... pourquoi m'éloigner de mes gisements classiques alors que là j'ai déjà l'occasion d'avoir un aperçu faunistique assez proche. Et ce qu'il me faut, moi, généralement, ce sont des sables soit bruts, soit déjà calibrés. En l'occurrence, Bois-Gouette, c'est de mémoire, ça se trouve à côté d'une mare. Et c'est tamisable dans l'eau directement. Alors ça, c'est un point très positif parce que dans la plupart des gisements où on peut fouiller en région parisienne, il est très très rare d'avoir de l'eau à proximité. Et quand on a cette occasion-là, il faut en profiter, tamiser tout de suite à l'eau pour éliminer un maximum de sédiments, pour essayer de concentrer les éléments intéressants à rapporter et pas ramener trop de volume sédimentaire à la maison. Parce que ça a l'air de rien, sur des grosses quantités, ça peut chiffrer en centaines de kilos, voire en tonnes. Donc profitez, dès que vous avez de l'eau à proximité et des mailles de tamis adéquates, eh bien c'est de tamiser sur place. C'est de tamiser au maximum à l'eau. Alors dans certains cas de figure, quand on n'a pas d'eau sur place, on a déjà fait l'expérience avec des amis, apporter des bidons sur place, mais on est quand même très vite limité, d'autant que certains sables saturent très très rapidement et donnent plus une boue qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité d'avoir un affleurement avec une eau ruisselante ou stagnante, bon, on peut y aller, et où il y a des quantités importantes d'eau, faut en profiter, toujours en profiter. Voilà. Bon. Donc là, je vais faire un petit tour vite fait. Il y a encore une petite coquille qui est assez ornementée, qui est jolie. Et il semblerait qu'il y ait quelques coquilles à motifs résiduels aussi dans ce sable. Alors rien de très gros, hein. Encore une fois, on est sur du 4 mm,
Mais bon, voilà, il faut bien faire attention à ce qu'on trie, être observateur, et puis dès qu'on a un doute, qu'on voit quelque chose qui se répète, si on en voit un, puis deux, c'est forcément quelque chose, hein, il n'y a pas de hasard, on aura toujours des éléments qui vont se recouper. J'avais eu l'occasion de vous en parler déjà sur les poissons osseux, sur des dents de poissons osseux que j'ai longtemps collecté sans savoir ce que c'était. Et puis ce n'est qu'il y a une vingtaine d'années que j'ai compris ce que c'était, et c'était des dents de poissons osseux. Mais ça faisait des formes en forme de petits crochets ressemblant vaguement à une épine de rosier. Et à partir du moment où j'en trouvais de manière régulière, peut-être pas de manière abondante, mais de manière régulière, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose. Donc bien sûr prélevé, mis de côté avec des informations dans mes comptes rendus de fouille, hein, parce que moi à chaque fois que je vais en fouille, je fais un compte rendu de fouille. Alors un compte rendu de fouille, c'est souvent pour déjà marquer une date, une localité où j'ai fouillé, éventuellement d'autres participants, et puis d'annoter quand il s'agit d'un nouveau gisement ou d'un nouveau site, de prendre des cartes géologiques, de faire des annotations, si c'est une exploitation en cours, de prendre des photos et puis de voir un petit peu l'avancement des travaux et d'essayer de localiser des couches qui se trouvent au fur et à mesure de l'avancée. Si c'est pas des carrières, tout simplement de prendre le maximum de notes aussi, parce que ça permet de contextualiser plusieurs années après les prélèvements. Et bon, je documente énormément par des photos sur place, mais malgré tout, les écrits restent importants. Donc j'ai toujours eu l'habitude de faire des comptes rendus de fouilles. Avant, ils étaient relativement succincts, et au fil des années, je les ai enrichis avec des captures Google, des cartes géologiques. Avec le géoportail, on peut faire des recoupements de couches, des annotations liées à des publications. Enfin bon, je vous conseille de noter un maximum d'informations, parce que de toute manière, à partir du moment où on a quelque chose pour lequel on se passionne, il est toujours intéressant de documenter au maximum le contexte de découverte. Mais ça, je vous l'expliquerai peut-être plus tard. Je vous montrerai un petit peu comment je procède. C'est assez long, c'est assez astreignant, hein, mais bon, ça permet au fil des années de se faire une bonne idée de ce qu'on a fouillé, et de retrouver des écrits des années après, et des fois de comprendre le contexte géologique local, et plus généralement le contexte géologique régional, voire national. Bon, voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous dis à bientôt. Alors là, on revient sur Bois-Gouette. Donc je poursuis le tri devant vous, je vous montre. Alors là, j'ai un petit gasséropode qu'on appelle un bourria. C'est le genre, ça s'appelle bourria, comme de Bourri, le monsieur de Bourri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors je vais vous montrer ça par saccade. Là, il y a un petit gasséropode à peu près complet, j'espère. Bon, vous voyez, comme d'habitude, je prélève et je dispose tout dans une boîte dans laquelle j'ai déjà un certain nombre de spécimens récoltés, qui vont être ensuite traités, c'est-à-dire qui vont être retriés et vont être classés. Parce que bon, je pourrais le faire directement, mais ça serait beaucoup plus long, et des fois on perd du temps en faisant ça. Enfin moi je trouve qu'on perd du temps. Alors, sinon ce que je fais, c'est quand il y a beaucoup de vertébrés, je mets les invertébrés d'un côté, les vertébrés de l'autre. Ça me permet d'éviter la confusion. Et surtout quand je trouve des éléments très intéressants, de les retrouver plus vite pour les photographier. Là on a une petite Trinacria, un petit bivalve avec des charnières dites toxodontes, c'est-à-dire des charnières qui se ressemblent, des formes de petits tirets. Je vous en avais déjà parlé. Là on a un petit phacoïde ou apparenté. Alors quand je dis ou apparenté, c'est quelque chose qui est relativement proche, hein. C'est peut-être pas ça, mais c'est quelque chose qui est relativement proche au niveau du genre ou de la famille. Alors là j'ai un petit oursin plat. Ils sont fréquents, mais souvent cassés. Alors là j'ai la partie dorsale qui est propre,
Est-ce que la partie ventrale est complète? Je vais voir ça, mais c'est pas évident. Parce que c'est vraiment pas gros. Bah oui, là, celui-là, il est bien complet. Donc, je vais parler un peu vite. Donc, un petit oursin. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bah, les fameux briozoa. Foraminifères, là, en forme de bâton. Une toute petite nérite. Je sais pas si on la verra bien, mais elle est jolie, elle est ornementée, celle-là. Donc, bien sûr, je prélève également. Alors vous voyez, bien qu'on soit en détail 4 mm, on est quand même sur des éléments qui sont assez petits. Hein. Donc là j'ai une petite oliva, une olivella ou quelque chose de proche. Voilà, je continue comme ça. Donc toujours pareil, j'étale ça sur un fond de boîte de chocolat. Hein. Une marque bien connue, pas besoin de la citer, vous l'aurez, je pense, reconnu. Ça me permet d'étaler un peu de sable et de pouvoir le trier comme ça à vue. Bien sûr, les fractions qui seront en dessous nécessiteront un tri sous binoculaire ou trinoculaire, mais bon, de toute façon, il y aura besoin d'une optique. Là, c'est pas le cas, je le fais à vue, c'est-à-dire sans moyen optique. Donc ça ne vaut que pour les fractions 3-4 mm maximum. En dessous, ça commence à devenir difficile, voire impossible. Où on risque de louper beaucoup de choses. Là, j'ai encore une petite bourria. Encore un petit oursin. Là, je sais pas ce que c'est. C'est un petit gastéropode complet. Voilà. Alors toujours secouer un peu pour essayer de réétaler de manière harmonieuse. Parce que ça a tendance à des fois s'agglomérer. Alors pas par gravité, mais enfin pas par magnétisme, mais par gravité. Souvent, on a constaté ça quand sur des gisements en tri, on trouve des fois plusieurs éléments les uns à côté des autres. C'est simplement parce que c'est une granulométrie qui est proche et puis certainement une densité très très proche, et donc les objets ont tendance à se regrouper les uns à côté des autres. Voilà. Là j'ai un petit gastéropode que je viens de perdre, enfin bon, je viens de... Voilà, un petit potamide ou compagnie. Bon, je vais en prendre